Avant de faire tout ça, on va recevoir Matthew Johnson, parce que Matthew, comme vous le savez, est entré en fonction en 2020 comme directeur principal stratégie d'entreprise, partenariat et développement à Hydro-Québec, avant d'être nommé vice-président stratégie, évolution de l'entreprise et développement en février 2022. À ce titre, Mathieu a pour mandat d'établir les stratégies d'affaires globales d'Hydro-Québec et de piloter le projet d'évolution de l'entreprise en fonction des changements qui s'opèrent dans le secteur de l'énergie et les nouveaux besoins de marché en vue de permettre au Québec de réaliser sa transition énergétique de façon optimale. Par ailleurs, il est responsable des partenariats et des investissements liés aux infrastructures de production d'énergie renouvelable, relevant de filières autres que l'hydroélectricité, comme l'énergie éolienne et l'hydrogène vert. Alors, Mathieu, on est ravis de te voir ici ce matin. Je sais que tu veux débuter par une petite allocution, puis ensuite, il y aura une période de questions. Le clicker est là. Tout est supposé marcher. Merci, Gabriel. Content de voir que la salle est pleine parce que je me suis enregistré à l'hôtel hier à 11h30 le soir, puis je voyais les gens sortir pour aller faire du karaoké puis prendre des bières. Fait que soit vous êtes raisonnable soit raisonnable ou très courageux ce matin d'être au petit déjeuner. Donc, Gabriel voulait qu'on parle de plan stratégique. On l'a annoncé, en fait, on l'a rendu public il y a quelques semaines. Et c'est un bon moment pour vous en parler, puis on espère que ça va générer des conversations intéressantes, tant dans l'industrie, mais plus largement auprès de l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans le grand projet de transition énergétique. Donc, on a 30 minutes ensemble. Je vais prendre une dizaine de minutes, quinzaine de minutes pour vous parler un peu du plan, de ce qu'il y a dedans. Évidemment, c'est 18 mois de travaux que je vais essayer de résumer en 15 minutes, mais espérons que ça va générer des conversations intéressantes. Un plan stratégique, on s'est posé la question, Hydro-Québec, on a une mission de produire, transporter, distribuer de l'électricité, créer de la richesse pour le Québec. Si on se projette dans un horizon de 20, 30, 40 ans, qu'est-ce qui pourrait venir faire en sorte qu'on n'ait plus de succès dans la mission qui nous est confiée? C'est comme ça qu'on a abordé le plan stratégique, de se dire, à l'horizon 2050, à quoi ça va ressembler notre contexte, puis qu'est-ce qu'on doit faire dès aujourd'hui pour se positionner, pour avoir du succès. Et la première réaction qu'on a eue, puis le premier constat qu'on a fait, c'est que c'est une période exaltante au Québec pour être dans le milieu d'énergie, parce que le défi est immense. Et si on veut atteindre les objectifs de carboneutralité à l'horizon 2050, ça va prendre pas mal d'électricité pour se rendre là. C'est plus de 100 TWh, vous l'avez vu, on est sorti avec ce chiffre-là, puis il est important de le garder en tête parce que c'est plus que 50 % de plus d'électricité qu'on va devoir produire, transporter, distribuer, puis acheminer aux clients si on veut électrifier puis rendre le Québec carboneutre à l'horizon 2050. Donc ça, c'est exaltant parce que ça l'ouvre un monde d'opportunités assez incroyable d'un point de vue de développement des affaires. Et on pense que c'est très exaltant. En même temps, on ne peut pas aborder le projet de transition énergétique en focusant seulement sur l'opportunité qui est devant nous. Si on veut être en mesure d'accomplir ce 100 TWh-là, et c'est probablement même plus que 100 TWh, on doit s'assurer de bien comprendre les obstacles qui sont devant nous et de ne pas les minimiser, puis d'avoir les yeux tant sur l'opportunité que sur les défis qui nous attendent. Puis là, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de macro-tendances, il y a plein d'éléments qui viennent nous impacter en tant qu'utilité publique, service public, mais on a résumé en 4 facteurs importants qui nous impactent chez Hydro-Québec et qui, on croit, sont fondamentaux dans la discussion à avoir et dans le positionnement qu'on doit avoir dans la transition énergétique. Et ces 4 changements-là, on appelle ça des changements de paradigme. Puis, je prends un peu de temps pour vous en parler parce que si on fait abstraction de ces changements de paradigme-là qui nous affectent, Hydro-Québec, mais aussi plus largement le contexte énergétique québécois, c'est sûr et certain que les orientations stratégiques que vous allez lire dans le plan un peu plus loin vont être un peu dénaturées. Donc, le plan a été vraiment imaginé en réponse à ces changements de paradigme-là. Premier changement auquel on est confronté, c'est nos bilans d'énergie et de puissance. On a entendu maintes reprises dans les 10 dernières années le fait
au Québec, on avait de l'énergie, puis on avait des surplus, on avait des excédents. Alors, on était dans une dynamique où est-ce qu'on voulait écouler le plus possible d'énergie parce qu'on en avait en excédent. Bonne nouvelle, la demande au Québec qui découle de la transition énergétique et de tous les efforts de nos amis chez Investissement Québec et au MEI pour attirer des clients, fait en sorte qu'on a des perspectives de croissance au Québec local inégalées. En parallèle, on a réussi à sécuriser des contrats d'exportation qui ont une grande valeur pour le Québec, au Massachusetts, puis à New York. Ce qui est fondamental avec ces contrats-là, c'est qu'avant, on vendait notre énergie sur ces marchés-là au même coût, au même prix que l'électricité qui était produite à partir de gaz naturel Demain, on est capable, grâce à ces contrats-là, de refléter la valeur et le caractère environnemental renouvelable de notre hydroélectricité, l'énergie qui est produite au Québec, et on le fait à un prix qui reflète cette valeur-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, ça fait en sorte que nos bilans, notre marge de manœuvre qu'on avait pour desservir le client, puis les excédents qu'on avait, bien, cette marge de manœuvre-là, elle est tranquillement en train de se resserrer. Et c'est ce qui explique pourquoi on voit des nouveaux approvisionnements puis des nouveaux besoins en énergie poindre à l'horizon et qu'il faut s'assurer qu'on prépare cette transition-là. Et d'un point de vue business, puis d'un point de vue de société, c'est fondamental parce que la posture mentale qu'on avait de réfléchir, de se dire on est dans une posture de il faut écouler des volumes, puis il faut écouler des surplus, bien là, on a fait basculer en disant il faut maximiser puis optimiser la valeur de l'énergie qu'on a. Et ça, d'un point de vue allocation des blocs d'énergie, d'un point de vue de développement économique, bien, c'est une posture qui est complètement différente puis qui est vraiment le fun parce que le Québec, bien, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans cette posture-là de se dire comment est-ce qu'on va orchestrer puis coordonner le développement au Québec pour créer un maximum de richesse. Puis ça, bien, c'est des travaux qu'on fait de façon conjointe et très étroite avec les gens qui sont responsables de donner ces grandes orientations-là, notamment le MRN et le MEI. Notre deuxième changement de paradigme, ce sont nos coûts d'approvisionnement. Donc, au Québec, on jouit d'un patrimoine puis d'un bassin historique d'électricité à coût extrêmement compétitif. C'est ce qu'on appelle le bloc patrimonial. C'est 165 TWh d'électricité à 3 sous. Produit, équilibré, avec la puissance, raccordé au réseau. Demain, s'il faut ajouter 100 TWh de plus, le coût marginal pour ajouter ces 100 TWh de plus-là, ça va coûter pas mal plus que 3 sous, sauf si vous avez des projets qui sont à ce prix-là en ce moment. Mais pour produire l'énergie, le raccorder au réseau, assurer que lorsqu'ils ne vendent pas, il y a quand même de l'électricité pour les clients, transporter cet électron-là, bien, ça fait des coûts qui sont pas mal plus élevés. En ce moment, les estimations qu'on a pour acheminer un électron au client, c'est autour de 11 sous le kilowattheure. Entre 11 sous et 3 sous, il y a une grande marge. Fait que d'un point de vue de société, si on veut s'assurer que le 100 TWh il se développe puis qu'on est en train de maximiser l'énergie qu'on ajoute sur le réseau, puis qu'on n'est pas freiné par, à un moment donné, un décrochage social parce que le coût d'énergie coûte trop cher, bien, il faut s'assurer de développer en ayant ces coûts-là en tête, puis de réfléchir à comment est-ce qu'on peut minimiser l'impact tarifaire que ça va générer ces projets-là sur l'ensemble de la clientèle. Le troisième changement de paradigme auquel on est confronté, c'est beaucoup plus interne à Hydro-Québec, mais on vous le mentionne quand même parce que c'est bon que vous ayez la perspective, c'est la conception et l'exploitation du réseau. Ça fait 75 ans que notre modèle, c'est prendre de l'électricité qui est produite dans le nord, dans les barrages, l'acheminer dans des longues lignes de transmission, dans un réseau de distribution, puis c'est unidirectionnel. Et ça, si on prend une photo de notre réseau aujourd'hui, puis si on prend une photo de notre réseau il y a 40 ans, sensiblement le même réseau, du nord jusqu'au sud, unidirectionnel. Bonne question à savoir de quoi aura l'air notre réseau en 2050. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va être significativement différent de celui d'aujourd'hui et de celui d'il y a 75 ans. Parce que pour passer au travers de la transition énergétique, il va falloir intégrer une multitude de nouvelles technologies. Puis, je suis pas habile avec ça. Bon, multitude de nouvelles technologies qui vont venir se greffer à notre réseau existant. Fait que ce soit
plus d'énergie variable, intermittente, comme l'éolien ou le solaire, la production décentralisée, ou que ce soit des technologies en aval du compteur chez le client, comme des bornes de recharge pour voitures électriques intelligentes qui vont nous permettre de, à certains moments de pointe, peut-être de repousser de l'électricité sur le réseau. Mais ça ne se fait pas de façon naturelle, ces technologies-là. Ils ne se parlent pas entre elles. Puis il faut s'assurer qu'on protège la fiabilité du réseau aussi. Il ne faut pas que, parce qu'il y a quelqu'un qui s'installe un panneau solaire sur son toit, qui repousse de l'électricité, que ça fasse planter 3 transformateurs sur le réseau à l'autre bout de Brossard. Fait que ça, on a un rôle chez Hydro-Québec de s'assurer qu'on est prêt d'un point de vue technique, d'un point de vue de conception de réseau pour accueillir ces nouvelles technologies-là parce qu'elles vont faire partie de la solution pour ajouter le 100 TWh. Notre 4e changement de paradigme, c'est nos investissements en infrastructure. Ce changement-là, il est aussi interne, mais il est important parce que, bon an, mal an, Hydro-Québec, on investit 3,7 milliards par année dans l'économie du Québec, dans nos projets de capitalisation. Quand on regarde les besoins qu'on va avoir en pérennité sur nos actifs pour maintenir nos actifs historiques qui sont aussi vieillissants et qui ont aussi besoin d'investissement, puis qu'on regarde la croissance des besoins qu'on va avoir en capital, on estime à l'heure actuelle que c'est au minimum, et le au minimum est important, c'est 5 milliards par année pour les 5 prochaines années. C'est 25 milliards d'ici 2026. Donc, c'est 25 000 millions à dépenser. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'un point de vue de, encore une fois, de posture mentale d'entreprise qui est en croissance, bien, ça fait en sorte qu'on doit allouer notre capital de façon différente. On opère sous contrainte alors qu'avant, on opérait sans contrainte, en ce sens qu'on n'avait pas les mêmes pressions pour entretenir un réseau qui était historiquement très lourd et vieillissant, en même temps que de soutenir la croissance. Ça fait 10 ans au Québec que la demande elle est relativement stable. Quand on regarde les perspectives de 100 TWh de plus, ça fait en sorte que Hydro-Québec redevient une entreprise en croissance. Puis ça, ça vient avec une philosophie et des pratiques de gestion qui sont un petit peu différentes. Donc, c'est notre 4e changement de paradigme. Donc, un coup qu'on prend acte de ces différents changements-là qui nous impactent, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ces problématiques-là? J'aime bien dire chez Hydro-Québec, on est un monopole, mais on n'a pas le monopole des bonnes idées. Donc, on s'est tourné un peu vers l'externe pour dire, dans les faits, nous, Hydro, on est un service public. On n'existe que parce que le Québec nous a demandé d'exister, puis parce qu'on a 8 quelques millions d'actionnaires qui sont des Québécoises et des Québécois. Alors, on s'est tourné vers la population dans un premier temps, dans la campagne Énergie en commun. Puis on a dit, on entend tous parler de transition énergétique, de décarbonation. Qu'est-ce que ça vous tente de faire dans ce grand projet de société-là? Et on a tendu une perche à l'ensemble de la population. Puis la réponse a été exponentiellement plus importante que ce qu'on avait anticipé. C'est plus de 25 000 personnes qui ont répondu à l'appel, plus de 15 000 idées qui ont été soumises. Et ça nous a permis 2 choses. D'une part, de comprendre où la population se situait par rapport au projet de société qu'on avait, puis 2, de générer des bonnes idées qu'on a pu intégrer dans notre plan. On ne s'est pas limité aux citoyens, on a aussi impliqué l'ensemble de l'entreprise. Donc, les 20 000 employés d'Hydro-Québec ont eu l'opportunité de participer à la démarche de planification stratégique. Beaucoup de partenaires et de collaborateurs du milieu aussi, des universitaires, des associations, qui ont eu la chance de dire, bien, moi, je pense qu'Hydro-Québec devrait faire ça. Avez-vous considéré telle ou telle idée? C'est vraiment la posture dans laquelle on est en ce moment, de se dire, on n'a pas toutes les solutions aux problématiques auxquelles on est confronté, puis on a la profonde conviction qu'on va être pas mal meilleur si on le fait ensemble que si Hydro-Québec le fait tout seul dans sa petite boîte. On a parlé aussi aux communautés locales et évidemment à notre clientèle. Donc là, je vois le temps qui file. Je vous parle rapidement de nos orientations. Donc, en réponse à ces changements de paradigme-là, 4 orientations stratégiques. Si vous êtes intéressé, allez lire le plan. Ces 4 orientations-là se déclinent en 12 stratégies, puis en 49 initiatives qui sont plus des plans d'action. Ça va être vraiment notre feuille de route pour les 5 prochaines années pour s'assurer qu'on prépare bien 2050. Donc, c'est des cycles longs en énergie. Si on avait pris un horizon 2026, il n'y a pas grand-chose qui aurait changé. Mais quand on regarde très, très loin, on se rend compte que dès aujourd'hui, on a besoin de prendre des actions si on veut être là en 2050.
Première orientation, c'est d'être un moteur de la décarbonation efficiente du Québec. Les mots sont importants. On n'a pas dit être le moteur, en ce sens que Hydro-Québec, on est une pièce du casse-tête, on est un maillon de la chaîne de valeur, mais ce n'est pas juste à Hydro-Québec. On ne peut pas être le seul moteur de la décarbonation efficiente du Québec. Il y a d'autres parties prenantes qui sont impliquées dans l'équation et c'est vraiment un travail d'équipe. Puis le mot « efficiente » n'est pas non plus anodin. Il va falloir agir avec beaucoup de pragmatisme si on veut s'assurer de faire la transition énergétique de façon optimale. En ce sens que, des fois, des initiatives de se dire on va aller jusqu'au bout à 100 va coûter extrêmement cher, alors que des fois, on pourrait aller jusqu'à 90 ou 80 à des coûts qui sont pas mal moins élevés, puis prendre le surcoût du dernier 20 puis le réinvestir dans d'autres initiatives qui vont nous permettre d'aller jusqu'à 80 Donc, d'avoir une compréhension très fine des coûts, puis des, excusez-moi l'anglicisme, mais des trade-offs qu'on fait quand on a deux scénarios, bien ça fait partie de l'efficience puis de l'optimalité qu'on a derrière la tête lorsqu'on parle de transition énergétique. Dans cette orientation-là, il y a évidemment toute l'efficacité énergétique. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Si on est capable de réduire, selon nos ambitions, de 8,2 TWh, c'est quand même l'énergie qui est produite par l'équivalence du complexe La Romaine. Donc, c'est des investissements qu'on n'a pas à faire sur notre réseau. Puis, ultimement, ça permet de garder des tarifs qui sont intéressants pour la clientèle. Notre deuxième orientation, c'est de préparer le réseau aux besoins énergétiques et technologiques de demain. C'est dans cette orientation-là qu'on vient vraiment réfléchir de façon complètement différente à la conception de notre réseau. Si vous avez entendu parler un peu de l'abolition des divisions, puis le regroupement de certaines activités, c'est exactement dans cet esprit-là de se dire, si on veut réaliser la transition énergétique de façon optimale, on ne peut pas réfléchir en silo en se disant, voici ce que la production va faire, transport, distribution, puis même un peu plus loin, les clients, puis les développeurs. Il faut qu'on se parle parce que clairement, il y a des non-optimalités dans le modèle de travailler chacun de son côté. C'est là aussi où est-ce qu'on fait des rehaussements de puissance dans nos centrales existantes. Donc, on a des centrales au Québec où on a des groupes turbines alternateurs qui datent de plusieurs dizaines d'années. On peut facilement remplacer ces groupes turbines alternateurs-là par des technologies qui sont plus efficaces, plus efficientes, et ça nous permet de rehausser de la puissance à des coûts qui sont, franchement, on ne devrait pas s'en passer. Troisième orientation, sur la prospérité collective du Québec. Dans notre mission, on a quand même un volet important sur la création de richesses pour le Québec. J'attire le point que la création de richesses, dans notre perspective puis dans la rédaction du plan, n'est pas que financière. Donc, ce qui a drivé le plan, c'était pas de dire on va faire 3 milliards de bénéfices nets en 2022 puis 5 milliards en 2026. La création de richesses, qu'on la voit, est beaucoup plus large que ça, sur des bénéfices non économiques, sur la représentativité en région, sur notre contribution qu'on va pouvoir avoir au développement économique, à la réduction des gaz à effet de serre, à la vitalité de nos différentes chaînes d'approvisionnement. Puis finalement, la quatrième orientation, engager notre clientèle, les équipes, les partenaires dans la réalisation de nos ambitions. On a la profonde conviction que seul, on n'arrivera pas à de l'optimalité. On doit s'assurer que tout le monde est partenaire dans nos ambitions. Si on a besoin d'avoir quelqu'un qui change ses habitudes de consommation à la maison pour venir limiter l'impact des pointes, par exemple, sur notre réseau, bien, ce n'est pas Hydro-Québec qui va pouvoir le forcer. La seule façon d'arriver à engager ces gens-là, bien, c'est de les impliquer en amont. Donc, un grand pan du plan stratégique va être de créer ces liens-là avec l'externe pour s'assurer qu'ensemble, on avance dans la transition énergétique. Puis là, je vois le buzzer qui me dit c'est rose, il faut que tu arrêtes. Fait que là, on serait peut-être rendu à prendre des questions. Je pense que c'était ma dernière slide. Des questions, puis... Bonjour, Mathieu. T'en fais pas pour la lumière rouge. On a fait le même coup à Mme Anglade hier. C'est un drôle de concept. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de venir rencontrer l'industrie de la production d'énergie renouvelable. Comme tu peux t'imaginer, là, le paradigme 3, l'orientation 2, là, le réseau, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup de gens, mais aussi tout le reste de tes orientations, bien sûr. Là,
on fait partie des parties prenantes qui ont été consultées. L'ACPER a été là dans tous les efforts de consultation. On va continuer à y être pour, oui, donner nos idées, apporter notre contribution à l'effort. Puis, mais merci aussi pour la stratégie qui a été, bien entendu, lue par, tu peux t'imaginer, toute cette salle. Là. Donc, je pensais que... Courageux. C'est comme ça. Nous, on aime ça. Nous, on lit ces choses-là. Donc, voilà. Et donc, pour tout le monde, il y a 2 micros sur pied. Moi, je vais poser la première question. Si vous ne posez pas de questions, je vais continuer. Puis on a à peu près 10-12 minutes. Ça fait qu'hésitez pas à vous lever et à venir poser une question à M. Johnson, que vous pouvez appeler Mathieu, je crois, ce matin. Et voilà. Donc, Mathieu... On n'a pas encore fait de karaoké ensemble, mais on peut s'appeler Mathieu. Ben là, moi, ce que je comprends, c'est que le karaoké à Québec, ça marche, là. Sauf en période de pandémie, des fois. Ça s'arrête momentanément. Donc, c'est sûr que on a des appels d'offres en cours, Mathieu, puis je sais que c'est pas quelque chose là, sur lequel, puisque, bon, je sais que les divisions ont été éliminées, mais bon, on va quand même parler en termes de distributeurs, etc. Là, c'est plus des questions pour un distributeur. Mais si on parle plus large, là, on a vu pour la première fois Hydro-Québec lancer des appels d'offres de puissance. Nous, à l'ACPER, on est allé à la Régie de l'énergie pour ouvrir un peu le jeu. Parce qu'on voit ça comme une vraie victoire d'étape là, à l'ACPER, de voir des appels d'offres où vous nous demandez des prix en kilowatts-année, où le solaire est mentionné. Mais vous, du point de vue de ton groupe, là, quelles sont vos attentes pour l'appel d'offres de 480 MW en cours? Penses-tu recevoir des offres diversifiées? C'est-à-dire qui proviennent d'autres filières là, que tes fameux grands groupes hydroélectriques qui, je pense que tout le monde ici est d'accord, là, doivent être remis en ordre. Là. Est-ce que tu t'attends à d'autres offres que ça? Évidemment, la question était plantée, vous l'aurez compris. Mais c'était sa question, il ne dérogeait pas. Gabriel voulait absolument la poser. Mais je vais être bref. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir une diversité d'offres. Si on avait voulu faire un appel strictement hydro, ben, on aurait pu le spécifier. De faire du toute source énergie renouvelable, c'est une première. Je pense que c'est une bonne pratique aussi parce qu'on part du besoin, puis après, on est agnostique par rapport à la solution. Et dans un contexte où est-ce qu'on doit ajouter 100 TWh, ben, on ne peut pas se permettre de ne pas privilégier les bonnes solutions. Donc, clairement, on espère que dans le 480, il y ait une diversité d'offres. Je serais très agréablement surpris de voir d'autres formes que de l'éolien et de l'hydro. S'il y a du solaire, tant mieux. Ça va nous permettre de faire un pas. Puis, on en entend parler de plus en plus de solaire. Je pense qu'il y a des occasions comme ça de voir comment ça se compare puis comment ça se benchmark par rapport à d'autres solutions. Bien, c'est des belles opportunités qu'on a pour les placer. Là. Oui, des opportunités attendues. Puis, mais merci de ta réponse. Effectivement, c'était une question plantée, mais je te l'avais envoyée d'avance. Fait que, je comprends qu'il est tôt le matin. Là, mais... On a une question. Ah oui, on a une question. Oui, Vincent. Vincent Dufresne, CGI. Très belle présentation. J'ai bien apprécié la lecture du plan stratégique, très bien écrit, très innovateur. Hier, on a eu une présentation très intéressante de Barbara sur le macrogrid, avec le réseau potentiellement continental de